chers collègues, mesdames et messieurs, dans la mesure où Paul Venn était quelqu'un d'assez isolé, une situation que le choix qu'il avait fait de résider sur les pentes du mont Ventoux a encore accentué, je pense qu'il n'est pas inutile de consacrer un peu de temps à l'homme, au collègue qui a fréquenté les couloirs de cette maison entre 1976 et 2005 environ. Je ne l'ai pas très bien connu en raison de son âge et parce que je n'ai pu que très rarement assister à ses cours. Comme je le rappellerai, je communiquais de temps à autre avec lui, essentiellement par écrit, et puis au cours des années 1990, quand je fis sa connaissance. Je le revis également une fois que je lui avais succédé. En fait, non, une fois que j'eus été élu sur la chaire libérée par Jerzy Grotowski, conformément à l'usage du collège qui veut que personne ne succède au prédécesseur dans une matière donnée sur le même numéro de chaire. L'administrateur le confirmera. Car même s'il arrive que des professeurs se succèdent dans le même domaine, il n'y a pas de prédétermination des chaires au départ à la retraite d'un professeur. Ainsi, en 1974-15, la proposition de la création d'une chaire d'histoire romaine par Aron portait, dans le jargon du collège, sur le crédit rendu disponible à la suite du décès de René Labat, un assyriologue. Elles sont toujours redéfinies après un débat et un vote. Les opérations qui accompagnent l'élection d'un professeur sont généralement mal connues à l'extérieur de nos murs et Dario Vantovani vous exposera tout à l'heure la procédure de Paul Venn dans le détail. Pour illustrer les relations que les collègues pouvaient avoir avec Paul Venn, j'utiliserai les données recueillies auprès de mes collègues plus âgés qui avaient été ses collègues, qui l'avaient connu, ainsi que le témoignage de mes relations avec lui à l'intérieur de la maison, parce que j'ai dû substituer mes propres souvenirs à ceux des collègues, puisque les collègues, vous le verrez, avaient peu de choses à dire. Pour illustrer les relations que les collègues pouvaient avoir avec Venn, j'utiliserai les données recueillies avec eux, comme je l'ai dit. Quand j'ai fait son hommage traditionnel à l'Assemblée des professeurs du Collège de France le dimanche 7 mars 2023, je rappelais que rendre hommage à Paul Venn, disparu le 29 septembre 22, était un défi intellectuel. Érudit, il savait tout. Original, il ouvrait sans cesse de nouvelles voies. Attentif aux nouveautés, il devinait immédiatement le potentiel scientifique de certaines approches. Et provocateur, il s'amusait souvent avec son lecteur et ses collègues. Du point de vue scientifique, il cherchait l'originalité, même s'il était tout à fait capable de travailler sur un détail philologique. Mais en 2002, par exemple, il ne voulut pas revenir à ses études précédentes, même si elles étaient excellentes, mais malheureusement érudites. Car au cours de mes premières années au collège, une de mes attères avait, à ma demande, réuni un nombre suffisant de ces articles érudits qu'il n'avait pas publiés dans ses livres, qui étaient tirés en général de ces articles, pour constituer un volume. Ce qu'il n'a pas accepté. Il détestait à l'époque la cuistrerie, ce qui ne l'a pas empêché, quand il a traduit l'Énéide et buté sur le terme proprius, d'écrire avec moi un petit article sur ce terme dans la revue de philologie, un modeste titre de gloire pour ma part. Je puis témoigner qu'il fut brièvement passionné par ce petit travail et par d'autres difficultés pointues du texte de Virgile dont nous discutions par écrit. Venn était profondément original, en ce sens qu'il ne se contentait pas de répéter ce que d'autres avaient écrit avant lui. Il s'appropriait toujours le domaine en question pour donner sa propre version de la question. Il m'a confié un jour que sa pensée était ainsi faite qu'il réagissait toujours au livre ou à l'article qu'il avait lu la veille. On pourra citer comme exemple de sa manière de se saisir d'un sujet, son livre qui vient d'être cité, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Il est paru, comme Thomas l'a dit, en 1983, et il m'a dit qu'il s'agissait en fait, dans ce livre, de sa réaction à la lecture des livres de Marcel Détienne sur l'invention de la mythologie, paru fin 1981, et de celui de Luc Brisson sur Platon, les mots et les mythes, qui datent de 82 et qui ont dû le passionner. On note, en fouillant le livre, qu'il ne cite qu'une seule fois d'Étienne,
mais pour les maîtres de vérité, pas pour le livre qui l'avait inspiré. Luc Brisson n'était, pour autant que j'ai pu le voir, pas cité, pas davantage d'ailleurs que Lévi-Strauss. L'étude des mythes très pratiquée à l'époque, de l'analyse structurale des mythes appliquée dans le domaine amérindien, Lévi-Strauss, ou dans le domaine grec, notamment par Marcel Détienne, Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, comme le rappelle Christian Jacob dans son compte-rendu du volume, n'était absolument pas prise en compte. Détienne lui-même avait fait un compte-rendu poli du volume dont il relève juste, je cite, la calligraphie à la hussarde et qu'il nous invite, je cite encore, à faire retour sur nos propres crédulités, sur nos façons de croire, ce qui est une façon élégante de refuser la discussion sur son propre travail. En fait, Détienne avait raison. Venn était déjà un peu plus loin en suivant sa propre pensée et peut-être aussi s'amusait-il du silence sur le volume du collègue. Ceci dit, en décrivant ainsi sa créativité, il exagérait un peu car il suffit de feuilleter sa thèse publiée en 1976 pour se rendre compte qu'il était parfaitement capable de produire un travail de longue haleine construit de façon autonome, sans un déclencheur comme celui de Détienne par exemple. Certes, on pourra lui dire que dans ce livre, il réagissait en fait à la rencontre avec la sociologie et l'œuvre de Raymond Aron. Mais son ouvrage témoigne malgré tout de son travail personnel aussi sur de nombreux sujets concernant par exemple la religion et le culte impérial, des domaines auxquels j'étais particulièrement sensible. Par exemple, page 568, page 573, etc., où la figure, par exemple, du génie, du genius romain, qui a été amélioré en 1990 dans un article de la revue Métis, qui sont absolument nouveaux, un article qui a bénéficié de la collaboration de Françoise Frontizy, pour lesquels il apportait des visions personnelles que le lecteur peut aujourd'hui contester ou améliorer, mais qui à l'époque représentaient un progrès incontestable, voire définitif, même s'il n'a jamais développé telle ou telle de ses fulgurances, comme celle-ci qu'il a développée dans Métis et qui est absolument une percée pour la compréhension de cette étrange divinité que souvent on comprend mal. Mais il est vrai que sa créativité n'était pas systématique. Elle s'arrêtait souvent en cours de route, comme elle l'a fait lors de la rédaction de sa thèse, à la rage de ses maîtres, pour suivre telle ou telle nouvelle impulsion. Et vous voyez le mécanisme qui mettait tout cela en route. On l'a mis en évidence pour la thèse et il est inutile que j'y revienne. J'en donnerai d'autres exemples. Pour bien apprécier la vie de Paul Venn au collège et ses relations avec ses collègues, il faut souligner que près de la moitié des années de sa présence fut déterminée par le grand chantier de rénovation de ce bâtiment, du bâtiment central de la place Marcellin-Berthelot, où se trouvaient les salles de cours, les lieux de réunion et les bureaux des professeurs qui n'avaient pas de centre CNRS ou autre, et une bibliothèque, comme les centres du Proche-Orient et Caucase, de l'anthropologie sociale, les études ottomanes, l'histoire et la civilisation de Byzance, etc. Ces derniers se trouvaient dans les locaux de l'ancienne école polytechnique à Cardinal-Lemoine, comme nous disons, dans les bâtiments pour les scientifiques B et C du site central, ainsi qu'à la rue d'Ulm et à l'Institut Curie, toujours pour les scientifiques. Donc pendant la durée des travaux de 91 à 2000, les littéraires du bâtiment central, comme Paul Venn, étaient pratiquement séparés des scientifiques. Et ces derniers ne venaient plus du tout dans le bâtiment central, qui était en grande partie fermé. Les cours et, par exemple, la leçon inaugurale du mathématicien Jean-Christophe Yocoz en 1997 n'eurent pas lieu ici, mais dans le bâtiment de la rue d'Ulm. Pierre Corvol, qui détenait à l'époque la chaire de médecine expérimentale, dont les locaux étaient alors non pas en face dans le bâtiment C, mais dans le bâtiment B du site Bercelot, se rappelle que les scientifiques assistaient au passage de la cohorte des auditeurs de Paul Venn vers la salle de cours principale du 3e étage de ce bâtiment qu'ils ont
peut-être il y a des gens, surtout Françoise, qui l'ont fréquenté à l'époque, et qu'il n'avait pas de mal à les différencier des mathématiciens, m'a-t-il dit. Mais de ce fait, les relations entre professeurs littéraires et scientifiques étaient presque interrompues, surtout quand le professeur n'habitait en outre pas Paris. D'autre part, à l'époque de Paul Venn, il n'existait pas non plus d'interaction entre professeurs, de projets communs, de retraite, entre guillemets, pour cogiter sur l'avenir du collège ou des réunions pour écouter l'un des leurs exposer chez l'administrateur un projet qu'il poursuivait. À l'époque, les professeurs des sites scientifiques se connaissaient, au moins ceux qui avaient des laboratoires dans le même bâtiment, sur le même étage. Des littéraires, c'était surtout ceux qui étaient installés dans l'immeuble de la rue du Cardinal Lemoine, qui se voyaient régulièrement. Ceux qui se trouvaient au bâtiment central se rencontraient de ce fait beaucoup moins à partir du moment où ce site était en travaux. Je ne reviendrai pas sur les relations de Venn avec Foucault, car vous trouverez tout cela partout, et notamment dans les livres qu'a cités Thomas Römer à l'instant. Je veux plutôt parler de ses rapports avec les autres collègues, de ceux qui étaient en chaire en même temps que lui. Et de cela, j'ai hélas recueilli en général la réponse qu'il le connaissait peu, surtout à travers les 3 assemblées annuelles des professeurs. Jon Elster, qui avait la chaire de rationalité et sciences sociales, m'a dit qu'il était très proche de lui et me disait qu'il l'admirait énormément et s'est beaucoup inspiré de lui, mais n'a dit rien de plus. Et les autres m'ont raconté des anecdotes, mais toujours assorties de la remarque qu'au fond, ils ne le connaissaient pas vraiment. Comme me l'a dit par exemple Paul-Étienne Ville, il faisait son travail dans son coin, comme tous les autres professeurs, et était une présence sympathique quand on le voyait, plutôt respecté. Le collège, en effet, vous le savez, n'est pas une université où les collègues sont associés à une même tâche collective. C'est une institution où chaque chaire est comme un institut particulier, accolé aux autres, mais sans tâche commune. Comme Venn lui-même l'a dit, le collège est une voie royale de garage indépendante de l'université. Je lui laisse la responsabilité du garage. C'est une institution sans hiérarchie intérieure, sans vie collective. Chacun y est seul avec lui-même, ce qui est une bonne description au fond. Ça a un peu changé, mais c'est toujours ça en partie. Chaque professeur fait ses recherches, ses publications et son cours, mais comme vous le savez tous, il n'y a ni programme général, ni diplôme, seulement une obligation de recherche et de diffusion du savoir que ces recherches produisent. Si le professeur veut diriger des travaux, libre à lui, mais pas au collège. Il doit faire soutenir les thèses qu'il désirerait diriger dans une université. Ce qui fait qu'à l'époque de la présence de Paul Venn dans la maison, même avant les 10 années de travaux, il y avait beaucoup moins de relations même entre professeurs qu'aujourd'hui. Tous les professeurs en question m'ont dit que même s'ils le connaissaient peu, les relations avec lui étaient chaleureuses, parfois surprenantes, comme la demande qu'il adressa à Michel Zinc, 15 ans après sa retraite, de lui remettre la rosette d'officier de la Légion d'honneur, peut-être parce que Zinc, qui ne le connaissait que de l'Assemblée, lui avait envoyé à l'époque un mot pour le féliciter pour ses émissions sur les tableaux de sa vie. Mais il n'a pas compris pourquoi c'était lui qui devait lui donner la médaille. On se rappelle son affirmation qu'il n'avait pas d'amis parmi ses collègues, même si cette formule était sans doute exagérée si l'on pense par exemple à ses relations avec Michel Foucault. Mais sans doute s'agissait-il dans la plupart des cas de rapports de camaraderie, comme avec Jean-Pierre Sèbe ou Paul-Albert Février, ou comme celui qu'il appelle son alter ego Georges Ville, dont il tente à publier la thèse après son accident mortel et qu'il qualifia quand même de grand ami. J'ai pu moi-même constater l'amitié qu'il avait pour François Lissarag, et je dois dire que cette camaraderie, entre guillemets, correspondait parfois à ce qu'on appelle un ami. Je pense que Françoise ne dira pas le contraire.
Mais comme Venn le souligne lui-même dans le contexte de l'offense faite à Rome dont nous avons parlé, il me manquait le sens le plus élémentaire des relations sociales, ou plus généralement pour ses patrons de thèse. Il était un ingrat. Cette attitude explique également qu'il n'ait pas eu, à ma connaissance, de thésard, ainsi que Claude Moati l'a rappelé. Paul Venn était hostile à l'idée d'avoir des disciples, ni organiser de colloques ou inviter pour plusieurs conférences des collègues français ou étrangers. Mais je peux me tromper, mais je crois que ce n'est pas le cas. La vivacité indisciplinable de la pensée de Venn se constate lorsqu'on a la patience de comparer au résumé de ses cours et séminaires leur annonce faite sur l'affiche des cours du collège, qui était votée normalement, qui est votée toujours en juin pour l'année qui commence en septembre. Et puis, il y a l'hiver suivant l'année qui est annoncée, les résumés de ces cours. Sur les 15 cours ou séminaires qu'il a fait pendant son activité au collège, 7 respectent clairement l'annonce faite au cours de l'été précédent et figurent sur l'affiche votée à l'Assemblée de la fin juin. Mais 8 portent sur autre chose. Voilà, je parcours rapidement cela, c'est parfois amusant, avec ces sujets. Donc sur l'affiche, en 1976, c'est la première année, vous trouvez l'hellénisation de Rome d'après l'épigraphie républicaine, et puis séminaire, épigraphie et pratiques religieuses sous l'Haut Empire. Dans les résumés, dans l'annuaire du collège, vous trouvez vie municipale sous la République, printemps 1976. Le deuxième cours n'a pu donner lieu à un enseignement de séminaire. Il a été consacré à des leçons sur quelques aspects de la piété hellénistique ou romaine. Là, on respecte à peu près ce qu'il avait annoncé comme séminaire. En 77-78, vérité ou puissance d'affirmation, l'esthétique de Pétrone et des élégiaques. Et puis en séminaire, texte poétique de l'époque d'Auguste. Le cours publié, il a continué, écrit-il, l'étude de la vie sexuelle et familiale sous le Haut Empire. 8 heures ont été consacrées à la présentation de l'œuvre de Georges Will sur la gladiature romaine, d'après les papiers laissés par cet historien. Ça, c'est un cas exceptionnel, puisque le pauvre Will s'était tué, et donc il a il a arrêté ce qu'il voulait faire en séminaire, et il a travaillé sur l'œuvre de Will. Ensuite, en 78-79, vérité ou puissance d'affirmation, l'esthétique de... Non, ça je l'ai déjà dit, je crois. 79-80, cours de problèmes de politique économique, et puis séminaire, textes et documents épigraphiques. Le premier cours a été consacré au suicide en droit romain, d'après l'annuaire. Nous sommes assez loin de la politique économique, encore que ça peut y conduire. Le second cours a porté sur l'histoire agraire et la biographie de Virgile dans les bucoliques. Bon, textes et documents épigraphiques, ça peut être cela. 80-81, la poésie romaine à la première personne, annoncée, et ensuite, dans le séminaire, en lisant le digeste. Le premier cours, d'après l'annuaire, a été consacré à la transformation des mythes héroïques en histoire et en éthiologie dans le monde grec et hellénistico-romain. On peut, en gros, trouver le sujet. Pendant la seconde heure, il a effectivement étudié des textes juridiques du point de vue de l'histoire sociale. En 82, religion et vie privée sous le Haut Empire et recherche sur la poésie augustéenne dans le séminaire. Le premier cours, alors c'est extraordinaire, analyse sémiotique de l'élégie romaine, inspirée de l'esprit des formalistes russes, de l'ensemble d'idées encore confuses que l'on appelle présentement la pragmatique et l'analyse stylistique à la manière de Léo Spitzer. Il y a peu de rapport avec le sujet. Le second cours, on a étudié des faits de folklore juridique à Rome. La deuxième partie du cours a été consacrée à une étude des lois de Platon visant à expliciter certains présupposés des conduites et idées politiques dans la cité gréco-romaine de l'homo civicus à l'homo interior. Là, vous voyez qu'on s'éloigne de nouveau.
Ensuite, en 82-3, les relations entre les affiches, les relations entre les dieux et les hommes, et puis séminaire, explication de documents grecs et latins. Dans la première heure, il a continué et terminé le cours sur l'élégie romaine en étudiant son esthétique maniériste. Deuxième heure, on a commencé, écrit-il, l'étude de la religiosité d'Horace et chez Horace, en insistant sur le vrai problème du paganisme aux alentours de notre ère. En gros, ça peut désigner tout son cours et séminaire. En 86-7, idées politiques et philosophiques de Dion de Prusse, et c'est tout ce qu'il annonçait. Le premier cours a porté sur les bas-reliefs historiques. Le second a permis de terminer un exposé sur le voyage de Néron en Grèce. C'est assez loin cette fois-ci. En 91-12, sur l'affiche, Sénèque transfiguré, Dion de Prusse, l'empereur et les Romains, encore une fois, séminaire, publication d'inscriptions et de monuments figurés. Deux sujets ont été abordés, la vie de Sénèque, bon, ça peut correspondre, et brièvement quelques aspects de sa pensée. Puis ensuite, l'économie impériale, d'après Max Weber. Le second cours a porté sur l'économie romaine d'époque impériale, dans l'esprit des beaux travaux de Harry Pleckett. Il ne faut pas sourire comme nous le faisons là, non plus quand il prévoyait ou rapportait qu'il avait fait séminaire sur des publications d'inscription, sans dire rien d'autre. Françoise Frontisy m'a toujours dit que ses commentaires étaient toujours extraordinaires par leur pertinence et leur nouveauté, et le public les adorait. Le changement du thème annoncé pour un cours pouvait bien entendu se produire, mais pendant les 16 ans que j'ai été professeur, c'est arrivé au moins une fois pour un autre professeur, où j'étais au courant. C'est, pour vous montrer la procédure qui est assez lourde, c'était Gérard Fussman qui, en 2001, pour 2001, avait annoncé texte bouddhique indien récemment édité. Et puis, en fait, il a demandé l'autorisation à l'Assemblée des professeurs de changer de sujet en parlant de l'Afghanistan et des Afghans. Et il explique que le cours annoncé était ce que j'ai dit, et les attentats du 11 septembre 2001 et la contre-attaque américaine contre les talibans, la curiosité suscitée par l'Afghanistan, les approximations et parfois contre-vérités répandues dans les médias en réponse à cette curiosité, ont incité le professeur à demander à ses collègues l'autorisation de traiter des sujets en rapport avec l'actualité. Et on a voté sur, en lui donnant l'autorisation, bien sûr, de changer de séminaire. Donc c'était une procédure quand même assez lourde et, apparemment, Paul Venn n'en tenait pas trop compte. Les changements de Venn n'étaient donc pas exceptionnels, si l'on veut, même si leur raison était moins extraordinaire que celle de Gérard Fussman. En tout cas, d'après ce que je sais, aucun auditeur ne s'en est jamais plaint. Cette tendance se manifeste d'ailleurs dès son entrée, dès son début de carrière, par exemple à l'École française de Rome en 1955. Comme les notices le rappellent, et conformément à sa spécialisation en épigraphie, il a travaillé d'abord sur les vigiles à l'époque impériale, puis sur Aquilée avant les chrétiens. Il écrivit toutefois son article de deuxième année, qui est une obligation, sur des recherches sur les monuments figurés relatifs aux institutions et à la vie municipale. On dirait que ces projets se développaient au fur et à mesure qu'il visitait les musées et les sites d'Italie. Et là, on retrouve de nouveau l'incitation de la nouveauté, de ce qu'il découvre. Ces premiers articles confirment aussi cette impression. Après avoir voué une étude à des Ligures Baibiani et l'institution alimentaire de Trajan, et à des recherches sur les monuments figurés relatifs aux institutions et à la vie municipale, il passa, après son retour de Rome, à l'iconographie de la Transvectio Equitum, le défilé annuel des chevaliers romains,
Il passa de cela au Martias colonial et au monument des Suovetoril de Beaujeu en Gaule. Donc on a l'impression de suivre une série d'enthousiasmes momentanés relayés par la découverte d'un autre monument ou document. Je rencontrai Paul Venn pour la première fois en 1992, lorsque nous participions tous les deux à un colloque qui eut lieu à Athènes. Il me proposa un matin d'aller visiter le mausolée de Philopapos, qui avait eu la particularité d'appartenir à la confrérie Arval, qui m'est chère. Une visite qui sombra dans un énorme orage qui nous interdit même de sortir de notre hôtel. Il savait sans doute que j'avais écrit quelques pages sur cet oligarque oriental qui appartenait à un sacerdoce public de Rome, dont il n'a sans doute jamais fréquenté le moindre service. Je n'ai jamais pu assister aux cours et séminaires de Paul Venn, dans un premier temps parce que j'étais à Rome jusqu'en 77, puis entre 77 et 83 parce que je passais les mercredis et les jeudis à Lille pour faire mes cours et travaux dirigés d'assistants et que les mardis et vendredis, je n'étais que rarement libre. Enfin, de 83 à 97, j'étais occupé à faire pendant ces jours-là mes propres séminaires à l'école pratique tous les mercredis après-midi, après des changements au début. La seule fois où j'ai assisté au cours, c'était le 4 février 98, quand j'avais annulé mes obligations pour faire chez lui un séminaire sur rite et image, l'exemple des jeux séculaires de Domitien, qui portait sur la série des monnaies commémoratives des jeux. À partir de cette époque, sur le conseil de Françoise, Venn a commencé à inviter des collègues pour faire dans son séminaire des présentations, chose qu'il ignorait jusqu'à ce jour-là, et il souffrait pour faire 2 heures d'enseignement. Comme cette année, j'ajoute, il avait respecté l'annonce faite dans l'été précédent, je n'ai donc jamais pu savoir comment il changeait ou s'il justifiait le changement de sujet ou non. Pour ce qui concerne les relations avec lui au collège, je dois donc ajouter mon propre témoignage qui est un peu plus précis que celui de mes collègues qui n'étaient pas dans le même domaine. Comme je vous ai déjà dit, avant février 1998, je ne l'avais jamais fréquenté pour les raisons que j'ai exposées. Nous étions d'ailleurs occupés les mêmes jours, je vous l'ai dit. J'ai pu voir en 1998 qu'il n'était pas du tout à l'aise en faisant cours. Il était à la fois extrêmement éloquent et crispé, et après le séminaire, à la petite Périgourdine, où nous sommes allés après, il se détendait lentement, avec le soutien d'ailleurs d'un généreux verre de vodka. Il semble incroyable qu'un savant si complet, si éloquent et original ait été aussi peu à l'aise en faisant cours et ne se soit pas rendu compte de l'excellence de son cours. Plus tard, en 2014, quand il publia ce qu'il appelle dans sa dédicace un livre documentaire de souvenirs, page 207, il décrivit cette panique qui le saisit même le jour de sa leçon inaugurale, qui avait d'ailleurs à l'époque lieu le dimanche après-midi. Il écrit « Bon nombre de curieux étaient venus m'entendre, je le fis avec aplomb et fus applaudi. J'avais dû pour cela dominer une telle terreur qu'à la sortie de l'épreuve devant le collège, je perdis la tête un instant. Il fallut m'entraîner dans une pharmacie où un calmant me fut administré. » Et c'est exactement ce qu'on voyait quand il faisait cours. C'était incroyable. Après cette rencontre, nous ne nous sommes plus vus jusqu'aux années 2002-2005, quand nous avons parfois déjeuné ensemble avec François Lissarag, qui le fascinait, à mon avis parce qu'il avait pour les images une aisance et une originalité qui lui enviaient, et pour lesquelles il bénéficiait d'ailleurs, jusque-là, beaucoup de la collaboration de Françoise Frontisy-Ducroux. Mais si je ne le voyais pratiquement pas, j'ai régulièrement échangé avec lui par courrier. Il écrivait. Ainsi, il n'y avait pas encore Internet, mais c'est des mots. Ainsi, dès le 4 février, il m'écrivait. Je vous montre cette lettre, à la fois de montrer son écriture, qui à l'époque était encore plus petite, qui est assez amusante. Tous mes vœux, c'était au début de l'année, je ne peux ni n'ai le droit de faire plus pour votre présentation en mars, c'était l'année en question.
Vous êtes l'historien qui mettra fin au délire franco-italien en histoire des religions. Alors, j'ai lu ça, j'ai le chapeau qui sautait. La symbolomanie, le rapprochement de n'importe quoi avec n'importe quoi, la projection de la religiosité chrétienne sur la religion païenne, tout ce qui domine en France depuis 3 générations. Autant pour les collègues. On ne peut pas dire qu'il n'avait pas lu au moins une partie de mes écrits, et en tout cas, vous voyez qu'il partageait, comme Thomas l'a dit, ce genre d'opinion. Et je suivais en fait dans cette voie. Nos échanges continuèrent au fil des années sur le même ton amical, adopté dès le début, à fur et à mesure que son écriture devenait de plus en plus grande, parfois même sous forme d'une dédicace d'ouvrage un peu particulière, comme celle-ci. C'était le volume de Sénèque. Vous voyez, il m'envoie ça avec l'index de tout ce qui pourrait m'intéresser. Ça, c'était l'humour de Paul Venn. Comme les collègues en fonction en même temps que Paul Venn, en même temps que Paul Venn, ne sont pas entrés dans les détails de leur rapport scientifique. C'est pour ça que je vous permets de montrer ces quelques choses, parce que c'est tout ce que j'ai pu trouver. Je peux donner un autre témoignage personnel sur les rapports scientifiques avec Venn au collège. Comme je l'ai dit, j'ai appris après mon élection que plusieurs années avant que je fus contacté par les collègues du collège pour faire un projet de chaire, il approuvait leur intention, ce que j'ignorais. Cela fait plaisir, évidemment, mais j'appris au cours des années succédant à mon élection, par nos échanges épistolaires, qu'en fait, à l'époque, ils n'avaient rien lu, ou presque, de ce que j'avais écrit, ni mes premiers manuels, ni ce que j'avais pu écrire sur les Arvales, notamment. Et ils s'en excusaient, mais avouaient le fait. En tout cas, ces derniers travaux n'ont jamais été un sujet de questionnement, d'hésitation ou de débat entre nous. J'en conclus qu'il n'a jamais lu ces travaux ou qu'il ne l'avait pas marqué. Peut-être mon erreur a été de ne pas lui envoyer un exemplaire quand ces ouvrages furent publiés. Enfin, je crois me rappeler que je ne lui avais pas envoyé d'exemplaire de Romulus et ses frères, car à l'époque où je les écrivais, Venn n'était apparemment pas intéressé a priori par ce genre de sujet. J'avoue de ne pas me rappeler si cet envoi a été fait par l'école de Rome ou par moi. Je suis incapable d'aller plus loin. Venn a dû peut-être le lire ou le feuilleter plus tard, sans doute au cours des années 96 et suivantes, mais je ne puis l'assurer. Nous n'en avons en tout cas jamais parlé, ni non plus de l'édition des inscriptions des Arvales, qu'il a eu, mais non, jamais. Quant à mes fouilles, il n'en a jamais voulu savoir quoi que ce soit. Ce n'était pas son sujet, et à l'école française, au cours du trimestre de fouilles que les membres faisaient dans les années 70, la campagne de fouilles à Utique, où Jean Bayet l'avait envoyé après un débat haut en couleur sur un premier envoi en Algérie, montra amplement que l'architecture et la fouille archéologique n'étaient pas son affaire. Comme il l'écrit lui-même, « Je suis archéologiquement nul ». Ce que j'ai donc, ce n'était pas un sujet de discussion. Ce que j'ai dit ne doit en aucun cas être pris pour une critique à l'égard de notre collègue. Nul chercheur ne peut embrasser l'ensemble des domaines de recherche, ni apprécier toutes les approches. Et j'ai connu des archéologues qui avaient le même sens du terrain et de l'architecture que lui, parce que leur intérêt était ailleurs, dans la méthode de fouille, par exemple, ou tel aspect de construction. Il est possible aussi que l'appartenance à tel ou tel groupe de recherche détermine également l'intérêt ou le désintérêt. Tout cela est naturel. Mes premiers travaux sur les Arvales étaient prosopographiques, conformément aux recherches de l'époque, et ce n'est qu'à partir de 1985 que je commençais, grâce à des collègues italiens, à publier sur la religion. On ne trouve donc mes premières analyses des pratiques rituelles des Arvales qu'après 1990. Il est possible aussi que mon appartenance au centre Gernay, à l'époque, ne stimulait pas Venn. Mais comme je l'ai raconté, notre première rencontre a lieu à Athènes dans le cadre d'un colloque organisé en partie par le centre Gernay. Venn a dû s'apercevoir que, comme Jean Andreau ou Florence Dupont, j'y étais un élément étrange,
entré dans ce centre non pas parce que j'étais helléniste, mais en raison de mon entrée à la 5e section de l'école pratique. Et j'avais suivi mes amis Vernon et d'Étienne dans ce centre. C'était le centre naturel des enseignants de l'EPHE, 5e section. Et j'ose dire, ou du moins imaginer, qu'une fois le premier contact pris, ce n'étaient plus ces livres qui l'intéressaient, mais ceux qui parurent dans la suite. Mais à ce titre, je puis rappeler qu'il n'était pas totalement allergique à ce centre de recherche, puisqu'il accepta de participer d'abord à un colloque co-organisé par lui à Athènes, pendant lequel il me proposa de visiter le monument de Philopapos. En déplacement collectif, donc, il était très chaleureux, ouvert et plein d'initiatives, et c'était le cas à Athènes. De même, si certaines des habitudes de Paul Venn, comme le changement des sujets de cours déjà déposés et publiés, dans la cour au moins du collège, nous font sourire aujourd'hui, il ne faut pas se scandaliser pour autant. Au contraire, elles représentent, à mon avis, une forme un peu extrême de la mission du collège et de ses professeurs, conduire des recherches, si possible originales, et les siennes l'étaient certainement, et puis les soumettre de façon compréhensible à un public spécialisé ou curieux, afin de leur montrer comment fonctionne la recherche, sa recherche, et quels en étaient les résultats, et cela dès les mois suivants. Aussi, faut-il tenir compte du fait que même s'il traitait d'un autre sujet que celui qui était annoncé, les cours de Paul Venn étaient toujours passionnants et de la même qualité novatrice, quand on lit les résumés par exemple. Son public ne lui a apparemment jamais reproché le côté provisoire des sujets annoncés sur la fiche du collègue. Il reproduisait en fait, mais déjà sur un autre sujet, le nouvel acte créateur d'un chercheur hors pair. Je vous remercie.